C'est la question du jour sur Complément d'enquête, puisqu'on a vu des hommes, par exemple, escalader des ponts ou des grues du côté de Nantes ou de Puy-en-Velay pour réclamer des gardes alternés. On en a vu revendiquer le droit de refuser une paternité comme des femmes refusent des grossesses. On en a vu agressifs au Canada, des masculinistes qui trouvent le monde trop féminisé. Et puis on a vu des hommes un peu perdus sur le terrain sexuel face à des femmes qu'ils jugent se comporter comme des mecs. Où sont les hommes? C'est donc le thème de ce 219e numéro de Complément d'enquête. Où sont les hommes? Le temps des femmes serait-il venu? C'est ce que raconte une journaliste américaine, Anna Rosin, dans son livre The End of Men, la fin des hommes, un livre qui fait déjà un carton. Des hommes qui seraient de leur côté déstabilisés, déboussolés, bousculés par des femmes de plus en plus exigeantes, qui réclament non seulement le droit à la parole, mais le droit au bonheur sur le plan professionnel, mais aussi sexuel. Des hommes qui, de leur côté, seraient précarisés par la crise, le chômage, et qui n'auraient plus le privilège, ni d'assurer les revenus du foyer, ni de faire des enfants, ni même de les reconnaître. Alors, pour réagir à tout cela, vous pouvez bien sûr sur Twitter ou Facebook venir. Le mot-clé s'appelle Complément d'enquête. Et nous, pour en parler, nous avons choisi de nous installer dans une salle de boxe, puisqu'on va parler de guerre des sexes, dans cette très belle salle de boxe d'Aubervilliers, une salle beaucoup fréquentée par des femmes d'ailleurs. Il y a ici une championne du monde. Nous recevrons sur ces rings Serge Effès, qui est psychiatre et psychanalyste, Marie Plar, qui est avocate et qui part en guerre contre ce qu'elle appelle les paternités imposées. Et puis Safia Lebdi, elle est conseillère générale des Verts, elle est surtout féministe, fondatrice de Ni pute ni chemise, et c'est elle qui a la première accueilli les fameuses Femmes. Commençons donc par l'enquête. Zoé de Bussière, Olivier Gardette et Vincent Buchy sur ces hommes un peu perdus face à des femmes de plus en plus exigeantes, y compris au lit. Ça s'appelle Plus de peur que de mal. Dans une rue du quartier latin, chaque mardi, une file d'attente unique en son genre. Des femmes, et rien que des femmes. Ce soir, elles vont voir une pièce qui s'adresse directement à elles, un spectacle qui fait le plein depuis plus d'1 an. Juste l'écharpe rouge, et après je suis au top. Est-ce que vous savez où est mon écharpe rouge? Pas du tout. Pour les attirer, le secret de l'humoriste Clément Lanoux, avoir banni les hommes de la salle. C'est comme une soirée entre copines, où finalement, au lieu d'être à la terrasse d'un café, de regarder les mecs et de refaire le monde, on fait pareil mais un spectacle. Elles sont venues pour passer plus d'1 heure à se moquer des garçons. Moi je vais vous apprendre à vous méfier des vrais dragueurs, car il existe des techniques de drague, quels que soient vos âges, vos situations amoureuses. Si vous tombez sur un homme qui les maîtrise, vous êtes mal. Et je veux plus jamais que vous tombiez sur ce genre d'homme. Sois la bienvenue. Un homme qui tombe le masque, qui dévoile les grosses ficelles de la drague, pour aider les femmes à les décrypter. Alors la meilleure chose à faire, c'est les nègres. Les nègres, c'est un compliment sous forme de vanne, où en tant que femme, t'as envie de dire à la fois merci et en même temps connard. Un mec qui va dire j'adore ton style, t'as pas eu le temps de te changer en arrivant du boulot, c'est ça? Tu vois, c'est ça, c'est les négations. Tu sais quoi? Je voulais te remercier d'avoir eu le courage de monter sur scène, parce qu'on est là, on se connaît pas, on se découvre. En fait, non mais je vous explique. En fait, là je suis venu pour te draguer, et en fait c'est moi qui vais être séduit, c'est assez bizarre. Ouais, ce que je viens de faire, ça s'appelle créer l'illusion. Souvent, les spectatrices jouent le jeu, parfois jusqu'au bout. Mais dans la salle, personne n'est dupe. Cela fait longtemps que les femmes ne se laissent plus compter fleurettes par les beaux parleurs. Ce serait même plutôt l'inverse. S'il y a un cours d'amour qui existe, il faudrait aussi le faire pour les hommes, parce que oui, je pense que certains garçons sont un peu perdus même. Je pense qu'aujourd'hui, ouais, les nanas sont plus indépendantes et sont autonomes et ont plus besoin de quelqu'un pour faire bouillir la marmite. Donc du coup, les critères forcément vont vers le haut. Il est temps qu'ils comprennent, les hommes, un peu. Bah, ils n'ont pas le choix, de toute façon, il va falloir qu'ils comprennent, parce que la tendance ne va pas s'inverser. Donc maintenant, la machine, elle est lancée, ça va pas revenir en arrière. Après le féminisme, le combat pour l'égalité des droits, l'équité salariale, voilà que les femmes investissent des champs jusque-là réservés aux hommes. Séduction et sexualité. Les femmes osent et les hommes sont déstabilisés.
Elles veulent porter la culotte, décider pour pas mal de choses. Elles n'ont pas peur de dire ce qu'elles pensent. Elles veulent l'orgasme, elles veulent que ça se passe bien et ça fait peur à les hommes. Pourquoi les femmes font-elles peur à certains hommes? Est-il temps pour eux de s'adapter? Enquête sur les nouveaux codes de la séduction. Marine, 23 ans, fait partie de cette génération de jeunes femmes décomplexées. Oh, elle a des tatouages partout, mon Dieu. Non, je vois pas partout. C'est horrible, elle a des piercings, des tatouages et tout, une fille moderne. Merde. Je trouve ça horrible. Cette étudiante en littérature étrangère est une grande consommatrice de films érotiques. Allez, let's go. Sans tabou ni pudeur, elle a même accepté de poser pour un site internet dédié à la culture porno. Top, bouge pas. Ok. Ok. Tu pivotes juste un tout petit peu vers moi. Ouais, nickel, parfait. Marine n'est pas une professionnelle des photos de charme, c'est juste une jeune femme très à l'aise avec sa sexualité. Elle pose nue devant des milliers d'internautes et ne voit pas où est le problème. Pourquoi est-ce que vous avez voulu poser nue pour ce site? Parce que je connais le site et qu'il me plaît. Et j'en connaissais pas avant qui parlait aussi bien avec un regard aussi frais sur la culture pornographique. Et parce que ils me l'ont proposé, ils ont proposé de faire un chouette shooting. Le résultat de ce shooting, le voici, publié quelques jours plus tard sur le site. Ici, 1 visiteur sur 3 est une femme. De plus en plus souvent, le X, autrefois typiquement masculin, séduit un public féminin. Même les grands producteurs français ont vu émerger un nouveau marché. Une génération de femmes qui a grandi avec un accès facile au porno, comme Marine et son amie Taïni. Elles osent parler de tout. Quand vous couchez avec un garçon, c'est un sujet que vous abordez entre copines, c'est ouvert. Oui. En général, oui, c'est vrai que... ça plaît moyennement aux garçons. Vous n'êtes pas trop, en général. Je me suis rendu compte que les mecs en parlent beaucoup moins entre eux, en fait. Et ils sont beaucoup plus dans la retenue. De toute façon, ça n'a jamais été tabou pour moi de parler de sexe et même de faire le premier pas par rapport à l'homme, tout ça. J'ai toujours essayé, j'ai toujours été allergique en fait aux machos, aux gens qui sont un peu sexistes, tout ça. J'ai toujours été un peu allergique. Donc pour moi, il faut absolument que l'homme avec qui je suis soit persuadé aussi que la femme a exactement la même place que l'homme dans la société. En France, un site internet a même décidé d'exploiter le filon de l'émancipation des femmes. Il a créé un supermarché virtuel de la drague. Son nom, Adopte un mec. Ici, les femmes, toutes puissantes, choisissent des hommes comme des produits en rayon. Gratuit pour elles, Adopte un mec coûte au minimum 30 € par mois aux garçons. Intrigué par le concept, un chercheur en neurosciences s'y est intéressé, car le succès est fulgurant. Créé en 2008, Adopte un mec est très vite devenu le premier site de rencontres français. Alors le principe du site, c'est en gros c'est un site de rencontre, mais différent des autres puisque c'est les filles qui acceptent oui ou non de parler aux garçons. Et c'est à nous ensuite, aux garçons, d'envoyer le premier mail et d'essayer de l'accrocher comme ça. Frédéric Benmussa a découvert des profils de femmes jeunes et particulièrement désinhibées. Donc on a un profil assez typique ici d'une fille de 20 ans et qui a des photos d'elle assez cash, quoi, assez dénudée. Là, elle dit qu'elle recherche pas de relation sérieuse, un mec qui est une bouille parfaite, un mec wild. Elle veut pas qu'il soit trop câlin et trop de bisous, etc. Et elle a mis 5 mecs dans son panier. Des hommes présentés comme des objets à disposition des femmes. L'inverse serait aujourd'hui impensable. On accepte beaucoup plus le principe puisqu'effectivement on va dire oui mais avant les femmes elles ont été dominées par les hommes, etc. Donc du coup c'est vrai que c'est un retournement de la situation par rapport à ce qui se passait il y a encore 20 ans, quoi, on va dire, même 10 ans. Mais là c'est vraiment presque une vengeance, et une vengeance sur une génération en plus qui n'a rien fait. Face à ces femmes qui se disent libérées, des garçons désarçonnés, cachés derrière leur écran. Pour engager la conversation avec eux, nous nous sommes créés un profil d'utilisatrice.
Rapidement, nous avons décroché un rendez-vous avec Baptiste. Salut. Un grand timide. Tu m'aurais dragué dans un bar? Si tu m'avais vu. Tu veux aller à l'intérieur? Ouais. Baptiste a 25 ans et ce n'est pas un grand dragueur, il le sait. Je prends un vent, quoi, ça arrive, mais j'aime pas trop avoir l'impression que les filles sont pour de la merde. C'est pas trop mon truc, c'est pour ça. Aujourd'hui, les filles de sa génération lui semblent inaccessibles. Selon les quartiers, moi je sais que je bosse dans le quartier 16e, etc. C'est incroyable, c'est surréaliste, les filles, pour qu'elles se prennent là-bas, elles sont super bien habillées, très fashion même, elle est abordée, c'est impossible. Après 1h30 de conversation, nous avons quitté Baptiste. À quelques kilomètres de la frontière française, nous avons rendez-vous en Belgique avec Charles, un autre grand timide. Chez lui, c'est pathologique. Avec les femmes, il n'a jamais trouvé sa place, même derrière un écran. Alors depuis 10 ans, il consulte. Docteur. Entrez, je vous en prie. La première fois qu'il est venu voir ce psychiatre, Charles était en situation d'échec. Alors, quoi de neuf? À première vue pourtant, c'était une histoire d'amour, presque banale. Dans la première série de consultations, une des premières choses dans mon souvenir que Charles a pointé, c'était qu'il était très amoureux d'une fille et c'était vraiment, je fais un pas en avant, je fais 2 pas en arrière pendant un bon bout de temps. Cette fille, elle était comment? Elle était bien dans ses baskets, à l'aise, sûre d'elle Oui, elle renvoie une image relativement sûre. Qu'est-ce qu'on est en face de ça? Perdu. On se sent petit. Ouais. De quoi vous aviez peur exactement? J'avais peur d'être moi-même en fait. Je me sentais pas capable d'être assez à l'aise et assez bon. J'étais l'homme qui a peur des femmes en fait. Dans le cabinet du sexologue, Charles n'est pas un cas isolé. Selon le médecin, cette peur serait en grande partie liée à l'émancipation des femmes qui aurait déstabilisé les hommes. Les hommes se plaignent que c'est à eux à faire le premier pas, mais collez-leur une nana qui prend ce genre de position, panique générale à bord. Enfin, si ce qui fait mon identité d'homme est piqué par l'autre, qui suis-je et comment est-ce que je vais me positionner et me tenir debout, entre guillemets, face à une femme qui pique ce que je devrais faire dans la relation. Aujourd'hui, Charles a presque terminé sa thérapie. Il a fini par rencontrer une femme lors d'un voyage à l'étranger. Mais il n'a pas osé lui raconter son histoire. Il ne lui a pas dit non plus que des années durant, il a fréquenté des prostituées, persuadé que ça l'aiderait à comprendre les femmes. C'est des filles qui font moins peur que les vraies filles? Oui, parce que il y a un échange d'argent, il y a un contrat. Donc il n'y a pas cette relation de la drague qui fait peur en fait. Finalement, qu'est-ce que ça avait d'effrayant une fille? Ce que racontaient les autres à propos des filles. Il faut toujours être le meilleur, il faut avoir du résultat et l'échec n'est pas toléré. C'est ce que les gens autour de moi me faisaient comprendre. De retour à Paris, nous avons passé une dernière soirée avec Clément, l'humoriste. Au dernier étage d'un hôtel, dans un bar où il a ses habitudes, toutes les conversations tournent autour de ses nouveaux codes de séduction. Je suis passé tout à l'heure, en début de soirée, elle parlait d'amour. Je suis revenu, elle parlait des mecs, donc d'amour. Donc voilà. Et là, vous parliez d'amour. Et plus précisément, de leurs hommes. Mon amoureux, justement, il a trouvé la bonne formule. C'est un gentleman escroc. C'est-à-dire qu'il est à la fois bad boy et à la fois gentleman. Et c'est un mix des deux. C'est pas facile d'être un mec aujourd'hui pour plaire aux femmes, non? Avant, les hommes, ils faisaient des tournois pour s'affronter. Maintenant, il faut qu'ils apprennent à jongler entre toutes ces nuances. Des femmes qui imposent désormais leurs critères de séduction, quitte à parfois malmener les égos masculins.
Mon problème, c'est que je trouve qu'on glisse dans une société qui commence à être très misandre. Et en fait, cette société misandre-là, elle dit la femme, elle sait tout, la femme, elle est machin, elle est ceci, etc. Et moi, perso, ça m'emmerde. Je suis pas pour le machisme à tout va, truc, c'est nul. Mais si jamais on dit que la femme, elle doit quitter l'ombre de l'homme, c'est pas pour que soudainement, elle se mette à faire de l'ombre à l'homme. C'est pour qu'on arrive et qu'on marche main dans la main. C'est peut-être finalement Clément qui a tout compris aux femmes. Même si ce soir, le spécialiste de la séduction est resté très sage. Vous rentrez seul ce soir finalement? Toujours. Ah non, moi ça me rappelle le boulot, sinon si je ramène quelqu'un, donc non, c'est compliqué. Non, mais tu savais pas ce qui se passe chez moi. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a 15 femmes qui m'attendent, peut-être que je suis marié. On entretient toujours le mystère en fait. C'est ça. Et le mystère, selon Clément, c'est une bonne vieille recette qui marche à tous les coups. Voilà pour ce reportage de Zoé de Bussière, Olivier Gardette et Vincent Buchy. Et nous sommes bien sûr toujours ici dans cette très belle salle de boxe d'Aubervilliers avec vous, Serge Effez. Vous êtes psychiatre, psychanalyste. Votre dernier ouvrage s'appelle Le Nouvel Ordre Sexuel, mais vous avez aussi beaucoup écrit sur les hommes et ce qui se passait dans leur tête par rapport au comportement des femmes. Alors on est là sur un ring, évidemment, pour cette guerre des sexes. Oui. Je ne sais pas si c'est le ring des hommes et le ring des femmes à côté ou l'inverse. Il n'y a pas de ring bleu et de ring rose. Mais enfin, c'est la guerre. Ce sujet, vous le voyez, il y a effectivement comme ça des choses, des comportements qui changent, des approches différentes, des attentes des femmes qui sont plus les mêmes, des comportements qui ont changé. S'il y a quelque chose qui a changé, c'est les attentes des femmes et le comportement des femmes, bien évidemment. Je dirais que classiquement, les femmes, elles étaient faites pour attendre. Elles attendaient le prince charmant, comme on le voit dans tous les contes d'enfants. Aujourd'hui, les femmes, elles n'attendent plus, elles choisissent, elles décident, elles sont autonomes. Et c'est cette autonomie des femmes qui, peut-être, déstabilise le plus les hommes. Dans leur sexuel, comme les sentimentaux, comme dans leur vie professionnelle. Comme dans la vie concrète, comme dans la vie professionnelle. Plus personne n'élève une fille aujourd'hui en lui disant de toute façon, ton destin, c'est de te marier et d'avoir des enfants. Bien sûr, tu vas te marier et avoir des enfants pour ton bonheur, mais ton destin, c'est d'être un individu autonome qui devra compter sur lui-même. Donc chacun compte sur soi. Les hommes, ils sont paumés? Les hommes, évidemment, ça les fait tomber d'un certain piédestal où ils étaient le chevalier sauveur qui venait répondre aux attentes de cette jeune femme. Donc les hommes doivent se repositionner dans leur autonomie par rapport à des femmes qui elles-mêmes sont dans une autonomie. Alors c'est pas la guerre des sexes, moi j'aime pas beaucoup ce terme-là, mais c'est forcément un affrontement. C'est un affrontement de moi autonome. Voilà, c'est un affrontement d'individus, de deux individus à part entière qui doivent négocier en permanence pour trouver les règles de leur bon fonctionnement, que ce soit sur le plan sexuel ou sur le plan relationnel. Dans votre cabinet, vous les voyez comment ça, vous les voyez un peu paumés, à se demander ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent se comporter, dans le reproche peut-être par rapport à des femmes qu'ils jugeraient trop castratrices? Dans mon cabinet, ce que je vois, c'est que les femmes ont beaucoup plus la culture de la parole, la culture de l'expression. Les hommes, ils sont beaucoup plus dans l'action. Et ils sont beaucoup plus dans le fait d'agir, si vous voulez, pour que quelque chose se passe dans la relation. Donc dire les choses, pour eux, ça reste compliqué. Donc dire les choses, alors qu'est-ce que je vois au niveau des couples? Eh bien, je vois beaucoup de femmes qui expriment des insatisfactions, qui expriment même des demandes, tout simplement, et des hommes qui sont un petit peu déstabilisés parce qu'ils ne sont pas dans cette même culture du langage. Et donc, ils ont le sentiment d'être un peu écrasés par la demande féminine. Surtout que cette demande, elle est contradictoire aujourd'hui. Hein, on l'entend à un moment dans votre reportage, on entend une jeune femme qui dit « je veux à la fois quelqu'un qui soit un bad boy et un gentleman ». Ça rappelle l'ancienne demande contradictoire des hommes, une femme qui soit à la fois une maman et une putain, vous savez. Bon, donc, on se dit que les choses n'ont peut-être pas changé autant qu'on veut bien le dire, mais sur cette attente des femmes, notamment sur le terrain de la performance sexuelle, est-ce qu'il y a comme ça maintenant des hommes qui sont un peu désarçonnés par un appétit affiché, par une exigence, je dirais pas de résultat, oui, en tout cas de capacité? Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'à la fois, les hommes sont plutôt contents de cet épanouissement sexuel. D'ailleurs, on le voit dans tous les sondages sur la sexualité. La sexualité des Français et des jeunes est plutôt de plus en plus épanouie année après année. C'est-à-dire que les garçons et les filles se connaissent mieux, ils connaissent mieux leur corps, ils savent mieux comment faire l'un avec l'autre, ils connaissent mieux les attentes de l'autre, et qu'aujourd'hui, la virilité, c'est pas
posséder une femme, mais c'est faire jouir une femme d'une certaine façon. Donc là, il y a une meilleure entente. Maintenant, il n'y a pas une peur des hommes par rapport à ça? Alors, il peut y avoir une peur pour une femme qui est trop dans la demande, parce que, comme vous le dites, effectivement, le grand problème d'un homme, c'est d'être à la hauteur, c'est donc d'assurer. On dit que beaucoup d'hommes, justement, ont recours au Viagra, au Cialis, même très jeunes, pour justement se rassurer, et se rassurer sur leur capacité, leur performance. C'est vrai. C'est vrai. Ils vous le demandent. Ah oui, c'est vrai que le Viagra, quel que soit l'âge. Ce type de médicaments sont de plus en plus répandus. Alors évidemment beaucoup plus chez les hommes après 40 ans, bien évidemment, et pour des raisons physiologiques évidentes. Mais c'est vrai qu'il y a des jeunes hommes qui sont inhibés, qui ont peur de ne pas assurer, de ne pas être à la hauteur et qui ont recours à ça. Alors, je vais reciter, si vous voulez bien, 2-3 chiffres justement sur les comportements sexuels hommes et femmes à travers les âges pour comprendre s'il y a des véritables révolutions ou bouleversements. Il faut savoir qu'en termes de nombre de partenaires, les hommes annoncent aujourd'hui 14 partenaires sexuels en moyenne au long d'une vie, c'était 12 en 70. Les femmes, elles, sont passées de 1,8 partenaires en 70 à 10 partenaires en moyenne aujourd'hui. Affiché. En ce qui concerne les rapports, le premier rapport sexuel pour les hommes en 50 ans, il est passé de 18 ans environ à 17 ans, alors que pour les femmes, il est passé de 20 ans à 17 ans. Sur le nombre de partenaires en moyenne, les femmes ont beaucoup changé ou elles ont beaucoup menti Non, je ne crois pas qu'elles mentaient. Elles n'avaient pas beaucoup de choix. Elles se mariaient très jeunes et elles restaient fidèles à leur mari. Donc il y a une véritable évolution. Ah, il y a une évolution considérable chez les femmes. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler des pères malgré eux, de ces pères qui refusent les paternités imposées. Oui, bien sûr. Il y en a aussi. Ça, c'est vrai que c'est une injustice à l'heure actuelle de cette évolution, il faut le dire. C'est-à-dire qu'une femme peut aujourd'hui avoir toute la possibilité de décider si elle va avoir un enfant ou non. Elle peut évidemment avorter, elle peut accoucher sous X, elle peut évidemment prendre des contraceptifs avant, donc elle décide, alors qu'un homme peut se voir imposer une paternité qu'il n'a pas décidée et qu'il n'a pas souhaitée. Eh bien, on va parler de ça avec un reportage d'Yvan Martinet, de Yann Moine et de Sophie Lafargue. Et juste après, on recevra justement une avocate qui se consacre maintenant à ces dossiers-là de ces pères malgré eux. Voilà 12 ans que ce fardeau pèse sur ses épaules. 12 ans, l'âge de sa fille. Une enfant qu'il n'aurait jamais voulu avoir. Paul, à l'époque, a 30 ans. Une femme, 2 enfants et une maîtresse. 2 fois par semaine, des 5 à 7 non protégés, car il en est persuadé. Elle utilise un contraceptif. Dans son bras, elle avait comme une puce qui diffusait un produit contraceptif dans son corps pour éviter d'être enceinte, tout simplement. J'avais vu et senti, quoi. Un implant contraceptif sous la peau. Pourtant, après 2 ans de relations cachées, un soir, alors qu'il sort acheter le pain, sa maîtresse frappe à la vitre de sa voiture. Les mots claquent, sa vie dérape. Elle est enceinte et Paul n'a rien à dire. C'est toi le père, je suis enceinte, c'est toi le père. Point. Ça s'est passé comme ça. C'est un viol, c'est un viol. Ouais. Vous avez l'impression d'avoir été violée quelque part? Ouais. D'avoir été bafoué, violé, déchu de tout droit, déchu de toute possibilité de m'exprimer. Il décide alors d'ignorer cette femme, cette grossesse. Et quand une petite fille naît au printemps 2000, il fait le mort, refuse de reconnaître l'enfant. Il n'a jamais vu sa fille. Aujourd'hui encore, il ne veut rien savoir d'elle. Je ne serai jamais son père, que ce soit demain, dans 10 ans, dans 50 ans. Non, je peux pas. Vous pensez parfois au sentiment que peut éprouver cet enfant? Je pense qu'il me déteste, mais il y a plein de gens qui me détestent, je pense aussi. Sa mère, déjà, je pense, puis d'autres personnes, mais il y a d'autres gens qui doivent l'aimer aussi, donc l'un dans l'autre, je pense qu'il y a un équilibre qui doit se créer. Un mur de glace en guise de père. Comme Paul, combien sont-ils à ne pas vouloir assumer leur paternité, convaincus de s'être fait faire un enfant dans le dos? Delon, Montand, Delarue, les affaires de reconnaissance en paternité émaillent l'actualité. Octobre dernier, les déboires de Dominique de Seigne s'affichent en une de la presse à scandale. Le patron du groupe Barrière et dans de beaux draps.
Rachida Dati l'a assigné en justice pour obtenir la reconnaissance en paternité de sa fille, Zora. Et voilà surgir un débat nouveau, porté par la récente parution du livre d'une avocate, Marie Plard, qui s'interroge: à l'heure de la pilule, peut-on encore imposer une grossesse à un homme? 40 ans après l'avortement, des hommes osent le parallèle et réclament le droit de ne pas devenir père. Nous sommes allés à la rencontre de ces géniteurs qui refusent leur paternité. On a extirpé quelques gènes, on ne demande pas mon avis, on crée une vie sans que j'ai aucun mot à dire. À la rencontre de leurs enfants en souffrance. Je suis a priori relativement ressemblant à cet homme et ma mère me l'a exprimé. Et c'est la seule chose auquel j'ai droit aujourd'hui. À la rencontre de ces mères qui décident d'enfanter contre l'avis de leur partenaire. Faire un sale coup à quelqu'un, c'est pas faire un enfant pour moi. Faire un sale coup, c'est voler, c'est tuer, mais pas faire un enfant, quoi. Enquête sur les paternités subies et les pères malgré eux. Retour en Bretagne avec Paul, sa maîtresse, sa fille cachée. Un jour, sa femme a tout découvert. Sa vie a alors volé en éclats. Quant à sa maîtresse, elle l'a attaqué en justice, l'a contraint à reconnaître cette fille qu'il rejette. Bonjour monsieur. Bonjour. Vas-y, entrez. Merci. Depuis, c'est son obsession. Tout faire pour écarter cet enfant de sa vie, cette fille qu'il considère comme illégitime. Ce jour-là, chez son avocate, il veut s'assurer que seuls ses 2 enfants officiels hériteront. Oui. Vous avez 3 enfants, donc la répartition se fait de manière tout simple. Je suis désolée, j'ai du mal quand vous me dites que j'ai 3 enfants. Je préfère que vous me dites que vous avez 2 enfants légitimes et un enfant. On va l'expliquer sous cet angle-là. La loi vous oblige à ce que chacun de vos enfants récupère un quart de votre patrimoine. Cette partie-là, obligatoirement, elle ira à vos enfants. Vous ne pouvez pas en décider autrement. Qu'est-ce que ça vous inspire? Encore plus de colère. Tout simplement. Encore plus de colère. Oui. En gros, vous vouliez évincer cet enfant de votre succession? Je voulais pas l'évincer parce que pour moi il a jamais été intégré. C'est simple. Oui. Qu'il le veuille ou non, cet enfant d'infortune est bien son héritier. Il pourra même porter le patronyme de son père s'il le souhaite. En matière de filiation, la justice favorise toujours l'intérêt de l'enfant. En France, chaque année, environ 1300 demandes de reconnaissance sans paternité sont déposées devant les tribunaux. Au TGI d'Évry, dans l'Essonne, Madame le juge. Laetitia Mullart, juge aux affaires familiales, a accepté de nous ouvrir certains de ses dossiers. Chaque fois, document à l'appui, la mère doit prouver qu'elle a bien eu une relation avec le père supposé. Donc on a des photographies de cette petite fille qui apportent pas grand-chose puisque on ne sait pas comment est la mère et comment est le père. Et ensuite, on a des attestations. Donc on a une attestation d'une personne qui dit avoir vu le papa venir régulièrement au domicile de sa maman. Voilà. La maman a 10 ans après la naissance pour entamer cette action. On a là des courriers qui semblent être des courriers écrits par monsieur à madame. Dans lequel il dit voilà, j'ai vu les photos, j'ai vu la photo, bébé est très belle, elle a de longs cheveux, où il semble dans son courrier reconnaître que l'enfant est de lui. Ça, c'est un peu la pièce maîtresse pour vous. Voilà, oui. Comme elle le fait systématiquement, la juge va ordonner un test ADN. Si l'homme refuse, d'office, il est désigné père. La loi est implacable, il n'avait qu'à faire attention. Sur la contraception n'est pas l'apanage des femmes, hein, c'est l'apanage des femmes et des hommes, c'est l'apanage d'un couple, y compris quand il n'y a pas de couple et qu'on est juste sur une relation d'un soir. Et donc c'est à ce moment-là que eh bien, l'homme, au même titre que la femme, doit assumer ses responsabilités et les conséquences de ses choix et de ses actes. Le père doit assumer, quelle que soit la nature de la relation. C'est ce que découvre Thomas, 36 ans. En 2005, il rencontre une jeune femme de 20 ans sur un site spécialisé. Vous avez tapé quoi là? Rencontre sexuelle. C'est comme ça à l'époque que vous faisiez des rencontres? Ouais, tout à fait. Ouais. Hormis le sexe, il n'y avait pas de
Non, il n'y avait pas de recherche. Là, on passait même pas la nuit ensemble. Donc c'était vraiment juste 2 heures, 3 heures maximum et encore. C'était même très clair, on s'échangeait des messages. C'était juste on se voit ce soir, pour un plan cul ou on baise. Voilà, c'était vraiment très tourné sur le sexe, quoi, en fait. Une dizaine de rendez-vous en 1 an, jamais de sortie. Ni resto, ni ciné, ni préservatif. Sa partenaire lui assure prendre la pilule. Mais un matin d'hiver, elle lui annonce être enceinte d'1 mois. Il lui parle avortement, elle lui parle layette. Le temps monte, ils ne se sont jamais revus. Quelques mois plus tard... En rentrant, sous la porte, je trouve glisser une photo. Voilà. J'ai juste essayé de voir s'il y avait des traits possibles en commun. Voilà, de vérifier que c'était bien le mien. Et vous vous êtes dit? Je me suis dit que oui, il y a des traits proches. J'ai peu de doutes. Et ça vous émeut, ça vous touche de voir cet enfant et de vous dire que vous en êtes le père? Ce qui me choque, ce qui m'émeut, c'est plutôt ce que peut ressentir l'enfant. C'est-à-dire? De l'enfant de ne pas avoir eu de père au début, et sans doute pas à la fin non plus. Thomas en est persuadé. Il ne sera jamais le papa de cet enfant. Blocage total, rejet radical. Mais ça ne l'empêche pas de dormir. Vous vous sentez coupable? On se sent coupable, oui, d'avoir été naïf sur cette relation au départ, de ne pas s'être protégé. Mais je ne me sens pas d'autre culpabilité que celle-là. Mais par contre, la justice nous place comme un coupable criminel presque. Moi, je pense qu'on devrait, en théorie, on est tous égaux devant la loi. Les femmes ont obtenu, et je le reconnais, et c'est bien, la possibilité d'accoucher sous X, d'abandonner même son enfant, ce qui n'est pas facile sûrement. Mais nous, en tant qu'hommes, juste à cause de notre sexe, on n'a pas ce même droit. Et ça me semble injuste. Une paternité sous X, un concept qu'il pourra expliquer au juge dans quelques mois. Il vient de recevoir une demande de reconnaissance en paternité. En accord avec son avocate, Maître Plard, une spécialiste des filiations, il a décidé qu'il ne se soumettrait pas au test ADN. Comme j'ai peu de doutes sur le résultat éventuel si je faisais l'expertise, c'est vrai que mon choix est plutôt de refuser. Alors, il sera sans doute désigné père d'office. Il veut ainsi s'opposer jusqu'au bout à cette paternité qu'il juge forcée, à une procédure entamée selon lui pour l'argent. La maman lui réclame 5 000 € de frais d'accouchement, 20 000 € de préjudice moral, plus une pension alimentaire. En revanche, elle ne demande ni garde, ni visite. Est-ce qu'elle demande qu'il ait un contact régulier avec l'enfant? Aucune. Bon, il n'y a pas la moindre limite. Je ne crois pas avoir vu une seule demande rédigée par une mère et son avocat venant chercher l'homme en tant que père, venant proposer de créer par le biais d'un psychologue ou d'un centre de médiation un embryon de lien qui permettrait peut-être à cet homme d'envisager cette paternité doublée peut-être. Si la loi peut obliger un homme à assumer financièrement sa progéniture, rien ne le force à l'aimer. Qu'advient-il de ces enfants rejetés avant même que d'exister? À Alès, Yann est l'un d'eux. Il a découvert à plus de 30 ans l'identité de son père. J'ai un gros poids sur la conscience, je voulais attendre que tu rentres. Sa mère la lui avait toujours cachée, jusqu'à cette lettre. Je dois avouer que je t'ai menti au sujet de ton papa. Il s'appelle Michel Madouchinam et il y a encore quelques années, il habitait à Lyon. À ce jour... Yann l'a aussitôt contacté. L'homme a reconnu que oui, il était bien son père, mais qu'il ne voulait plus entendre parler de ce fils enterré trop loin dans sa mémoire. 20 minutes au téléphone, c'était la première et la dernière fois qu'ils se parlaient. Moi, j'ai dû vivre avec le fantôme de quelqu'un qui aurait dû me protéger, qui aurait dû me soutenir, qui aurait dû m'épauler. Vous l'aimez ou vous le détestez, cet homme? Je peux pas aimer quelqu'un que je n'ai pas connu, et je peux pas détester l'homme qui m'a mis au monde. Donc je vis avec cette situation bancale, en fait. Yann a voulu assigner son père. Mais un enfant ne dispose que de 10 années après sa majorité pour déposer une demande. Au-delà de 28 ans, il est trop tard. Yann, lui, avait 32 ans quand sa mère lui a écrit. La loi lui refuse un père.
Je suis pour l'instant bloqué par ce code civil, cet article 321, qui m'interdit parce que ma démarche n'est pas dans le délai, comme si le délai était nécessaire. Moi, après mes 28 ans, j'ai autant besoin d'un père qu'avant mes 28 ans. Yann n'a jamais vu son père. Il n'a jamais osé aller à sa rencontre, par peur d'un rejet physique cette fois. Avec son autorisation, nous nous sommes rendus à Lyon pour rapprocher ce père présumé. Avant même d'arriver à son adresse, nous croisons cet homme sur le trottoir. Il ressemble tellement à Yann que nous devinons qu'il est notre homme. Mais il ne s'est pas attendri avec les années. Ça, c'est affreux. S'il venait frapper à votre porte, qu'est-ce que vous lui diriez? Je lui dirais, moi je ne connais pas, merci, au revoir. Voilà. Moi, j'estime que la personne, elle doit se faire, franchement. On n'a pas besoin d'un père pour essayer. Mon père est parti, j'étais tout gamin comme ça. C'est ma mère qui m'a élevé. Vous êtes débrouillé tout seul, donc vous vous dites aujourd'hui, on peut se Non, débrouiller je sans me père. dis pas tout ça, je me dis, c'est pas une maladie de ne pas avoir père. Je dis, Ce mal d'amour, d'identité, Yann n'est pas prêt d'en guérir. Pour soulager les maux de ceux qui grandissent sans père, à Grenoble, cette femme a créé un site, Les Cigognes. Chacun peut librement y raconter sa vie sans papa. Quand on discute avec les gens, tout le monde connaît quelqu'un qui a soit il y a un enfant non reconnu dans la famille, soit, enfin, c'est super fréquent. Et donc vous voyez, il y a 234 000 messages sur le site, hein, et il y a 1311 membres inscrits, donc déjà rien que sur le site. Boaz Antelme s'est jeté dans cette bataille il y a 10 ans, à la naissance de sa propre fille qu'elle a dû élever seule. Ça va les filles? À l'époque, elle est la maîtresse d'un homme marié. Ils sont amoureux depuis 3 mois, n'utilisent pas de contraceptif, font attention. Pas assez. Boaz tombe enceinte. Il m'a demandé d'avorter et ma réaction, ça a été au début, oui, j'ai dit oui. J'ai dit oui pour lui, quoi. Pas pour moi, mais pour lui. Et parce que je me disais que la situation était compliquée et que je voyais pas trop comment on pouvait s'en sortir. J'ai pris rendez-vous donc pour un avortement. Et en même temps, pendant les 24 heures qu'on suivit, j'arrêtais pas de pleurer, quoi. C'est décidé. Elle garde l'enfant, mais pas l'amant. Il prend peur. Leur relation s'arrête là. C'est toi qui veux des cornflakes? Quelques années plus tard, Boaz doit aller en justice pour que l'homme reconnaisse sa fille. Son ex-amant devient alors officiellement père, malgré lui. Père malgré soi, moi ça me fait un peu rigoler ça, parce que je pense que les hommes ont un pouvoir aussi. J'ai eu beaucoup de relations avec pas mal d'hommes dans ma vie. Les hommes qui n'ont pas voulu me mettre enceinte, ils m'ont jamais mis enceinte. Les capotes sont pas faites pour les chiens déjà, je suis désolée. Donc voilà, je pense qu'un homme qui n'a pas du tout envie d'avoir un enfant prend pas le moindre risque. Ouais. Moi je me regarde le matin dans la glace, ça va, hein, j'ai pas de honte, tout va bien. D'ailleurs je témoigne, vous voyez mon visage. Jamais Boaz n'a regretté son choix d'être devenue mère, sans père et sans reproche. Voilà pour cette belle enquête de Yvan Martinet, de Yann Moine et de Sophie Lafargue. Et on est ici avec vous, Marie Plard, l'avocate qu'on a vue dans le reportage. On est toujours dans cette salle de boxe qui s'appelle Boxing Beats et dont la devise qu'on peut lire derrière moi est « Par le point naît l'espoir, de l'espoir naît l'histoire ». C'est joli ça. Hein. Alors, des hommes, vous en voyez beaucoup de ces hommes qui viennent défiler dans votre cabinet pour vous dire « Moi je voulais pas cet enfant, je veux pas qu'on me l'impose, je revendique le droit de choisir ma paternité ». Des hommes qui ne souhaitaient pas être pères, j'en ai vu depuis 30 ans que j'exerce ce métier. Ce qui a changé pour moi, c'est peut-être le regard que j'ai posé sur eux et la manière de les défendre devant les juridictions. Mais c'est une démarche nouvelle de la part de ces hommes. Jusqu'à présent, c'était mal vu, mal perçu, malvenu que d'aller dire « cet enfant, je n'en veux pas ». Ils ont toujours essayé de le faire savoir, mais ils ne sont pas entendus par la justice parce que les lois sur les filiations ne leur donnent pas la possibilité de dire « je ne veux pas ». Les lois sur la filiation et les tribunaux vont chercher le géniteur et vont le désigner comme père. Et dans ces deux mots-là, géniteur et père, on a peut-être la clé de ces discussions. Parce qu'on entend dans le reportage cette femme, cette mère qui dit « mais attendez, les hommes, ils n'ont qu'à faire attention, la contraception c'est l'affaire de deux, s'il ne veut pas d'enfant, il n'a qu'à pas en faire ». Aujourd'hui, un homme et une femme qui entretiennent des relations sexuelles consentantes, dont l'objectif n'est rien d'autre qu'une partie de plaisir, on l'a vu dans le reportage, ne sont pas à égalité face à la conception de l'enfant.
La femme a la maîtrise de son corps, et je fais partie de celles qui se sont battues pour ça et qui continuent à se battre, parce que ce sont des acquis encore fragiles, on voit bien. Par la contraception, par la pilule abortive, voilà, la par contraception, la pilule du lendemain, l'accouchement sous X, enfin à toutes les étapes, une femme peut renoncer, c'est ça que vous dites. Des solutions extrêmement douloureuses, évidemment, hein. Tandis que l'homme, face à la conception d'un enfant qu'il n'a pas désiré avec une femme qu'il n'a pas choisie, ne peut qu'assumer. En tous les cas, c'est ce que la loi d'aujourd'hui lui impose. Mais vous dites féministe, hein, dans votre livre. Oui, bien sûr, je le suis toujours. Oui, les féministes, ils doivent vous regarder comme quelqu'un qui les trahit en portant ce combat-là et cette parole-là. Je ne crois pas trahir quiconque. D'ailleurs, j'ai beaucoup réfléchi avant d'écrire, j'ai beaucoup réfléchi avant de publier, parce que j'avais très très peur d'être récupérée, justement, par ce qu'on appelle aujourd'hui les masculinistes, et de trahir cette cause qui a été la mienne. Mais je ne crois pas, donc, pour en revenir à votre question, trahir cette cause, au contraire. Ça serait l'ultime geste des féministes que d'accorder aux hommes le droit de choisir ou pas d'être père. Exactement. Ça serait un peu ça. On ne peut pas aujourd'hui revendiquer une égalité avec les hommes tout en asseyant cette égalité sur de l'inégalité. Et si ce que nous avons revendiqué hier, on doit pouvoir le revendiquer aujourd'hui pour les hommes. Vous réclamez pour lui le droit de choisir? Je réclame effectivement le droit pour un père, pour un homme. Attention, les mots sont importants. Pour un homme, d'assumer une paternité librement consentie. Et je ne crois pas être dans un combat d'arrière-garde, ou je ne crois pas trahir en posant cette locution. Alors vous parliez des masculinistes, on va aller les voir, c'est un mouvement qui vient du Canada et qui s'est fait, ou qui grandit, sur une sorte de rejet du féminisme en disant que les féministes sont allés trop loin. On est dans un mouvement où les rôles sont en train de changer. La femme, qui était traditionnellement confinée dans l'intime, est sortie de la maison et est allée conquérir l'extérieur. Inversement, l'homme a peut-être une fonction un peu plus maternante, on pourrait même le dire, et tout ça s'ajuste. Il faut juste qu'on retrouve chacun nos places, et ça peut... Voilà, ces ajustements ne sont pas sans friction, certaines frictions. Il n'y a pas le feu à la maison, comme on dit. Bon, merci beaucoup. Merci Marie-Pla. Je rappelle votre livre, ça s'appelle « Paternité imposée » sur ces fameux hommes qui refusent justement qu'on fasse d'eux des pères. Alors on va regarder cette enquête de Nathalie Sapena, d'Antoine Husser et de Vincent Gobert, qui sont allés donc au Canada voir ces masculinistes, pays le Canada, des bûcherons, du sirop d'érable, de Céline Dion, mais aussi de Carole Laure. C'est à vous de choisir. Quelque part au cœur de l'hiver, près de Trois-Rivières, ils ont pris l'habitude de se retrouver souvent entre hommes. Au Québec, certains les appellent les hommes roses. Autour de la traditionnelle cabane à sucre, ils sont une quinzaine ce samedi-là à déguster la spécialité nationale au sirop d'érable, la tire à la neige. Ça, c'est une gâterie qu'on mange une fois par année parce qu'il faut de la neige pour en faire. Vous dites pas une sucette au Québec? Non, on parle d'un suçon. Ambiance chemise à carreaux et tape dans le dos. Mais contrairement aux apparences, ces hommes roses sont surtout connus pour avoir soutenu les luttes féministes dans les années 70. C'est quoi un homme rose? Ce sont des hommes qui assument leurs faiblesses, qui assument leurs limites. Donc, c'est à l'opposé du machisme. Toutes les femmes cherchent un homme rose dans la maison pour faire le ménage. Mais Rambo dans le lit. Entre Rambo et l'aspirateur, pas facile de s'y retrouver dans une société où les vieux stéréotypes sur la virilité restent bien enracinés. On appelle ça des crêpes frisées. Alors, c'est le temps de sucrer. Alors, avec ces virées entre hommes, ils se serrent les coudes et relâchent la pression. Les hommes ont peut-être plus l'image de... On est fait fort, on n'a pas ça des émotions, tu sais, ça nous arrive pas de pleurer, mais ouais, comme toute femme, on pleure, on a nos moments. Ils assument leur part de féminité, mais depuis quelques années, les hommes roses commencent à changer de discours. Selon eux, le Québec est peut-être allé trop loin dans la défense du droit des femmes.
Mais c'est que l'égalité, ça marche à deux sens. Nous croyons que les hommes aussi ont des retards sur certaines choses. Si on regarde au niveau du scolaire, par exemple, dans les écoles primaires, les enseignants, c'est presque exclusivement des femmes. On croit que ce serait intéressant qu'il y ait plus d'hommes qui soient impliqués. Dans les services sociaux et en psychologie, 85 des psychologues et des travailleurs sociaux sont des femmes. Nous croyons que ce serait intéressant qu'il y ait plus d'hommes. Des hommes qui réclament d'être les égaux des femmes, le monde à l'envers. Au Québec, l'une des sociétés les plus égalitaristes de la planète, certains hommes se disent même prêts à regagner le terrain perdu. Avant les années 60, le Québec francophone comptait sur sa natalité et ses familles nombreuses pour résister à l'invasion de l'anglais. Arrive alors la modernisation et le combat des féministes. On a appelé ça la Révolution tranquille. 50 ans plus tard, les acquis des femmes sont éclatants. Elles sont moins au chômage que les hommes, plus nombreuses à l'université, plus diplômées. À la tête du pays, une femme. Des avancées qui ont fait émerger un mouvement anti-féministe, le masculinisme. Le Québec est connu mondialement comme un État féministe. C'est quoi? C'est dans l'intérêt de la femme, d'abuser de l'homme? C'est une dictature féministe, presque. Là. Les hommes québécois seraient-ils victimes d'un nouveau sexisme? Au Québec, l'opposition entre hommes et femmes s'est cristallisée autour des questions de paternité. Nous avons rendez-vous à Montréal avec Daniel Laforêt. Monsieur, pour une refonte du Code civil en droit familial... Il est le porte-parole de Fathers for Justice, une association de défense des pères. Pour une refonte du Code civil en droit familial... Ce matin-là, comme souvent, ces tracts pour la réforme du droit de la famille ont bien peu de succès. Le Québec moderne, donc l'omerta sur la condition masculine et sur les revendications pour une garde partagée. Cet employé de banque, père de 2 enfants qu'il ne voit presque plus, en est à sa 13e procédure judiciaire suite à son divorce. Déterminé, il dénonce une société qui tente par tous les moyens de faire plier les hommes. En fait, c'est un nouvel homme qu'on veut avoir dans la société québécoise. On veut un homme soumis. On ne veut pas savoir ce qu'il veut, cet homme. On veut le former à une pensée féminine. Ça devient une relation de dominant-dominé. Il n'y a rien de sain dans une relation comme ça au niveau d'une société. Ça fait 8 ans que Daniel fait partie de la cohorte de ces pères en colère. Il a rejoint le mouvement en suivant les traces de l'un des super-héros de la cause. Bonjour Andy. Comment ça va? Salut, toi. Je suis très content de te voir. Andy est l'auteur d'un coup d'éclat en septembre 2005, un événement filmé en direct par la télé canadienne. Andy a escaladé le pont Jacques-Cartier, le plus grand de la ville. Pour interpeller l'opinion, il s'est installé sur cette passerelle à plus de 100 mètres de hauteur. Je suis ici, avec la banderole à côté. C'était la première fois dans ma vie que j'y grimpe. J'ai eu aucune formation. J'ai mis un sac à dos avec quelques petites choses, avec de l'eau et des affaires dedans. Pendant 13 heures, toute la ville est bloquée. Le Québec découvre le cas de ses pères désespérés. 8 ans plus tard, Andy se bat toujours contre des juges qui persistent à confier la garde de ses enfants à une mère qui, selon lui, souffrirait de problèmes psychiatriques. Tout ce que je voulais, c'est protéger mes enfants. La mère les abusait, puis les battait, puis les abandonnait. C'est moi qui se faisais suivre. J'ai subi énormément d'abus. À les écoles, j'ai les directeurs, les directrices qui me chassaient de l'école. J'avais pas le droit de voir mes enfants. Ils me chicanaient partout. Ils m'agressaient. Imaginez-le, un professeur qui vient m'attaquer physiquement parce qu'il veut pas me voir à l'école, vous comprenez? Et malgré tout ça, j'ai continué à faire la bataille. Pourquoi? Parce que j'adore mes enfants. Et jamais, 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 jamais je les abandonnerai. Et je le dis aux juges imbéciles et corrompus, jamais, jamais j'abandonnerai mes enfants. Une douleur à vif partagée par Daniel. Andy a été jugé et condamné. Les pères québécois n'escaladent plus les ponts. Mais grâce à leurs actions spectaculaires, l'association est devenue célèbre, jusqu'en France. Il y a quelques semaines, des pères s'en sont inspirés en occupant des grues.
De combats judiciaires en coups médiatiques, la cause de ses pères a ému l'opinion québécoise. Elle a aussi ravivé la parole des plus radicaux, des nostalgiques du patriarcat devenus les maîtres à penser du masculinisme. Des courageux voyageurs. L'un des plus extrémistes de ce mouvement a fini par accepter de nous recevoir. Bien au chaud dans sa maison à 1 heure de Montréal, Jean-Claude Boucher recense de façon méthodique le moindre affront fait à la condition masculine. Sharon Stone, elle a dit, plus j'ai de renommée et de pouvoir, plus j'ai de possibilités d'humilier les hommes. C'est bien, hein? Il voit le Québec comme une société misandre. Il y en a comme ça, des pages et des pages. Qui professe la haine des hommes et qui passerait sous silence leurs problèmes. On parle très peu des hommes qui se suicident, on parle très peu des 10 000 hommes qui vont en prison pour rien, on parle très peu des hommes qui sont pris avec des pensions alimentaires pour des enfants qu'ils ne pourront jamais avoir. On n'en parle pas de ça parce que, au départ, le féminisme a pris toute la place. Vous voulez dire le féminisme a pris trop de place? A pris toute la place. Pour expliquer les rapports hommes-femmes au Québec, Jean-Claude Boucher a une version bien à lui de l'histoire du pays. La colonisation, ça a été fait par des hommes qui venaient tout seuls, ils n'amenaient pas leur famille. Et il y avait toujours une carence de femmes, donc la femme était reine, si on veut. Et les hommes étaient plutôt roses ou plutôt obéissants pour ne pas avoir de problème. Ce qui fait que quand le mouvement féministe a commencé à prendre de l'ampleur, c'était relativement facile de tasser les hommes. Ce point de vue radical reste minoritaire, mais il touche une corde sensible chez tous les Québécois. Il y a 23 ans, le pays a été traumatisé par un drame hors du commun. Le 6 décembre 89, en 20 minutes, un jeune homme tue 14 personnes à l'école polytechnique de Montréal, 14 femmes. Les motivations du tueur sont sans équivoque, comme il l'écrit dans la lettre qu'il rédige sur place avant de se suicider. J'ai décidé d'envoyer ad patres les féministes qui m'ont toujours gâché la vie. Le souvenir de ce drame est gravé à l'entrée de l'école d'ingénieurs. Sur ce mémorial qui énumère les noms des victimes, parmi elles, Maude Aviernick, la sœur de Sylvie. Maude Aviernick, ouais. Une des 14 victimes. Une parmi les 14, et toutes les personnes sont mortes parce qu'elles étaient des femmes. Le tueur a exécuté son projet sans faillir. Dans la cafétéria, il abat 3 étudiantes attablées. Dans les couloirs, il tire au hasard sur les femmes qu'il croise. Et dans 2 salles de classe, il sélectionne soigneusement ses victimes. C'est là qu'il a séparé. Il a demandé à ce que les filles et les gars se séparent en 2 groupes. Et il a fait sortir les garçons et là, il a fait aligner les jeunes femmes contre le mur. Et il les a fusillées. Sa sœur a été l'une des dernières victimes, abattue de 4 balles alors qu'elle tentait de s'enfuir. 23 ans après, le massacre de ces 14 femmes reste un traumatisme. Un tournant historique dans l'histoire de cet État si attaché à son idéal égalitariste. Jamais on a senti, avant cette date-là, qu'il y avait une telle haine à l'égard d'un groupe de société, à l'égard des femmes, parce que les Québécoises féministes ont été très dynamiques. Et ça a été un féminisme plutôt pas violent. Et il n'y avait rien qui nous laissait croire que ça avait heurté certains individus. Et surtout pas un homme de 20 ans. Vraiment pas un homme de 20 ans. Comment expliquer cette haine des femmes chez l'auteur du massacre, Marc Lépine? Y a-t-il des clés dans son enfance, dans sa vie, qui éclairent son geste insensé? Ces questions hantent toujours sa mère. Monique Lépine a à présent 75 ans. Elle évoque un enfant solitaire, sensible. Elle raconte un père violent qui les met à la rue. Le petit garçon a 7 ans et sa mère le place dans une famille d'accueil pour pouvoir travailler. C'était la période heureuse. Est-ce qu'on aurait pensé qu'il serait devenu un tueur? Pas du tout, hein? Pas du tout. C'est un petit garçon qui aimait quand même s'amuser. Et oui.
Vous n'aviez pas remarqué qu'il haïssait les féministes ou les femmes comme il l'a écrit? Moi, j'ai vu ça juste à la fin, là. Féministe, je me suis demandé qu'est-ce que ça voulait dire pour lui, une féministe. Est-ce que c'était une femme qui gagnait sa vie, qui avait un bon travail, qui était quand même autonome financièrement? Dans ce cas, j'aurais pu être le modèle. Et est-ce que je me suis posé la question, est-ce que c'est à moi qu'il en voulait? Au Québec, le massacre de Polytechnique est devenu le symbole des violences faites aux femmes. À Montréal, une place du 6 décembre 1989 a été dédiée à la tragédie. Pour les tenants de la lutte contre le féminisme, le pays en a beaucoup trop fait avec ce drame. Selon Daniel, le défenseur des pères, cette tragédie a été instrumentalisée. La tristesse de ce drame, c'est que ça a été repris à des fins idéologiques et politiques pour encore dénigrer la nature humaine. On est même allé jusqu'à dire derrière tout homme québécois, il y a un Marc Lépine potentiel. C'est affreux de dire des choses comme ça. Mais Marc Lépine a dit « je hais les féministes », donc c'est peut-être... Oui, mais il était malade. Mais... Oui, probablement que lui, dans sa pensée, il était comme ça, mais personne au Québec déteste les féministes. Pas de haine envers les féministes, mais pour Daniel, aucun doute, la société québécoise va trop loin. C'est moi! À 60 ans, il ne baisse pas les bras. Avec sa nouvelle famille à ses côtés, sa deuxième épouse et ses 5 beaux enfants, il continuera à lutter pour les droits des hommes au Québec.